Rebonjour à tous. Ah, c'est un petit peu plus éveillé que ce matin à 9 heures quand même. Oui, voilà. Alors je vais vous demander de prendre place très rapidement. Voilà. Et on voulait accueillir, parce que comme vous l'avez vu, mercredi, on souhaitait remercier, je vais rester assise, supprimer le coup. On souhaitait remercier la région Grand Est qui nous soutient pour cet événement. Et Madame Weiss, conseillère à la région, est venue ce matin vous saluer et nous voulions la remercier. Voilà, Madame Weiss. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous et de représenter le président de la région, Jean Rottner, à l'occasion de la clôture de ce beau congrès. Et je tiens d'ailleurs à m'excuser pour l'absence de ce mercredi. Tout simplement, nous étions en session plénière à la région. Et nous avons d'ailleurs notamment voté la subvention pour cet événement. Voilà, donc je pense que... Voilà. Pour information, tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de discussion, ça a été accepté par tous les groupes politiques avec grand plaisir. Voilà. Merci à l'Université de Strasbourg pour son accueil et organisateur de cet événement, le Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg, l'AMSTI, le Vaisseau et évidemment les acteurs locaux. Et c'est vrai que cette nouvelle édition, c'est l'occasion de rappeler à quel point il est aujourd'hui essentiel de donner le goût des sciences, notamment aux plus jeunes. Et c'est vrai que les sciences et techniques sont au cœur de nombreux enjeux contemporains, que ce soit le développement durable, le changement climatique, la santé, l'alimentation, la transition numérique, enfin bref, elles sont, vous le savez bien, incontournables. Et vous avez un rôle crucial, puisque vous faites vivre l'esprit critique et l'engagement scientifique. Et on l'a vu pendant la crise sanitaire, la confiance des citoyens envers la science est devenue, l'était déjà, mais elle est devenue encore primordiale. Et en développant l'information du public, en développant les échanges avec la communauté scientifique, vous participez aussi à la vie en société et à la démocratie. Et je voulais vraiment vous remercier, et au nom de la majorité, pour ça. C'est pour cette raison, évidemment, que la région accompagne les acteurs du CSTI. Depuis la loi enseignement supérieur et recherche de 2013, la région est dotée de compétences en matière de culture scientifique, technique et industrielle. Et c'est vrai qu'en tant que vice-présidente de la commission enseignement supérieur, recherche, innovation, je sais que notre région regorge de projets très innovants. La recherche et l'innovation sont essentielles au dynamisme de notre territoire et de notre économie. Et ainsi, nous soutenons chaque année la SSTI pour accompagner un site du territoire dans son projet de mise à niveau de ses équipements. Et nous agissons concrètement, nous essayons d'agir concrètement en tout cas pour promouvoir la recherche en Grand Est et mettre en perspective des problématiques sciences et société. C'est un beau challenge, c'est pas forcément évident tout le temps, mais en tout cas c'est vrai que ça fait partie de notre politique et nous avons vraiment une politique volontaire et ambitieuse sur ce sujet-là. Et par ailleurs, dans le cadre du schéma régional d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation, le SRESRI, la région a réaffirmé l'importance qu'elle accorde à la culture scientifique. Et nous faisons tout vraiment pour renforcer l'attractivité des talents et les transferts de la connaissance vers le monde de l'entreprise. C'est vrai que voilà, vous êtes tous ici présents et j'ai hâte de pouvoir discuter un peu plus avec vous à la fin de cette clôture, justement, pour que vous puissiez également échanger vos points de vue sur ce que peut faire la région, sur vos attentes. Moi, je suis à l'écoute. On est évidemment ouverte et... c'est vrai que dans le cadre de cette politique régionale, on a une trentaine de projets qui sont soutenus. On a par exemple la Fête de la Science qui est aux côtés de l'État. Et nous nous appuyons évidemment sur la SSTI pour que les acteurs de terrain soient sensibilisés à des sujets de recherche et de science. Et c'est vrai que la proximité avec les citoyens est l'élément fondamental de notre action et elle passe par une volonté affirmée d'irrigation du territoire au plus près du terrain afin que les populations les plus éloignées socialement et géographiquement puissent avoir accès à cette culture scientifique et aux enjeux scientifiques qui touchent toute la société. Cet axe, c'est un élément fort, comme je le disais, de la politique régionale, en complémentarité avec l'action de l'État. Et je tiens à remercier, au nom de tous les élus de la majorité régionale et du président Jean Rottner, tous les participants de ce congrès. Merci de le faire vivre, de faire vivre la science et la recherche du Grand Est. Je vous remercie.
Merci Madame la conseillère. Donc comme vous n'avez pas pu être là pendant 2-3 jours, on a fait un petit montage et on est ravis de vous le montrer. Comme ça, vous aurez un aperçu du congrès qu'on va partager avec les congressistes qui sont encore là. Merci de votre présence et de votre soutien. Mesdames et messieurs, chers collègues, quel plaisir d'être avec vous pour ce congrès qui fête les 40 ans de l'AMSTI. Ce congrès, c'est un événement pour nous tous aussi. J'ajoute évidemment un bravo à l'association qui anime maintenant depuis quand même 40 ans. Merci d'être venus aussi nombreux. J'espère que vous profiterez aussi un petit peu de Strasbourg, très belle ville. Voilà, merci à tous en tout cas pour ces 3 jours extraordinaires de congrès. Alors on va revenir un petit peu ensemble sur les 7 parcours thématiques auxquels vous avez participé. Donc 7 parcours thématiques à restituer, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc je propose un petit challenge, c'est de restituer en 180 secondes. Alors, est-ce que pour le parcours 1 qui était sur les structures de CSTI comme acteurs des politiques publiques, nous allons le plaisir de recevoir Guillaume Poncelet du CCSTI Altec de l'Ain. Est-ce que Guillaume est avec nous ? Guillaume est là, on l'applaudit bien fort. Voilà, voici un micro pour toi et merci tu vas avoir 180 secondes à la sonnerie. C'est fini. Bonjour à tous. Du coup, pour donner rapidement un aperçu de cet atelier qui était le meilleur et excellent. Il y a 2 points qui m'ont touché. La première, c'est l'importance des lieux quand on parle de politique. Les gens ont présenté des lieux et en fait les lieux ont un impact sur le territoire et au-delà des lieux c'est également une zone finalement qu'il faut prendre en compte. Donc il y a votre bâtiment mais vous avez également vos voisins et les voisins ils ont du savoir-faire et plein de choses à partager avec vous. Donc l'importance des lieux mais aussi l'importance du coup des rencontres avec les voisins et aussi des partenaires. On a eu quand je parle de partenaires, également un petit aperçu sur les appels d'offres. Et je vais citer un certain Bruno qui a dit « Si vous voulez de l'argent, il faut être riche. Donc plus vous êtes nombreux, plus vous êtes riches. » Voilà. Je reprends un peu mes notes. Et autrement, on a eu également un bon point sur l'analyse d'impact sur notre territoire. Tout simplement parce que quand on présente un projet, il faut dire pourquoi le projet est utile. Et cette analyse, je vous la résume simplement, on est utile au territoire et vous êtes les meilleurs. Il me reste combien de temps? J'ai fait trop rapide. Bon, c'est très bien aussi. Hein. Je pense qu'on peut l'applaudir pour son exercice de concision. Merci beaucoup. Il a réussi à faire ça en 90 secondes. Félicitations. Ah, c'est pas grave, ce sera pour le prochain. Merci beaucoup. Et donc, j'appelle maintenant la personne pour le parcours 2. Parcours 2, je vous rappelle, qui était sur la révolution des expositions.
Alors, j'ai pas le nom de la personne qui doit restituer pour le parcours. Ah, elle nous arrive. Agathe, on l'applaudit bien fort. Et Agathe, tu nous arrives de quelle structure? Du Planétarium de Bretagne. Eh bien, voilà. Agathe, même exercice, tu as 180 secondes. Bonjour à tous. Donc, on a parlé de la révolution des expositions. Donc, on a dégagé 5 points par rapport aux enseignements qu'on a pu avoir de cette matinée. Donc, tout d'abord, une contrainte qui peut devenir une force. Par exemple, ça peut être une règle de parité qu'on se fixe au début d'un projet qui au départ est une contrainte et qui devient un enrichissement après, à l'issue du projet, une contrainte qu'on s'impose à soi-même, qu'on impose aux équipes. Le deuxième point, c'est qu'un pas de côté peut permettre de se recentrer. Voilà, quand on, par exemple, on propose de présenter des dinosaures pour faire venir du public, pour capter du public, et qu'ensuite on peut intéresser à la question de l'évolution des espèces, et notamment en botanique. Le troisième point, c'était on peut parfois s'autoriser une parenthèse. Et dans ce cas, le plus important, ce n'est pas forcément le résultat, mais le chemin qui y mène. Le quatrième point, c'est qu'on peut aussi s'autoriser des collaborations nouvelles, collaborations qui peuvent être par exemple avec des enfants, les faire participer à une exposition comme l'exposition Colibri, ou travailler notamment avec des voisins du lieu où on est. Et enfin, le dernier point qu'on a retiré de cette matinée de travail, c'est que la vigilance est de mise quand on fait du participatif, parce qu'on sait bien que c'est à la mode, il y a une injonction de faire du participatif, mais il ne faut pas que ça soit uniquement un effet de communication. Et dans ce cas, il faut se fixer des règles du jeu, placer des curseurs également, définir et dire les invariants qu'on fixe pour les projets, pour que le participatif ne soit pas décevant pour les uns comme pour les autres. Voilà, je vous remercie. Bravo, bravo. Il va falloir que je revoie mes règles de 180 secondes parce qu'ils sont excellents. Donc tu as fait moins de 2 minutes, celui qui fait le plus court aura gagné. Et maintenant, pour le parcours 3, public, diversifié, inclure et engager à elle... Non, ce n'est pas toi. Est-ce que la personne qui aura l'honneur de nous faire la restitution est parmi nous? Ah, non. Bon. Il semblerait qu'un lapin nous ait été posé, mais ce n'est pas grave, parce que je suis sûr que quelqu'un du parcours va sortir de la foule et la remplacer au pied levé pour nous partager leurs émotions et leurs impressions de ce parcours. Qui était dans le parcours 3? Levez la main. Personne n'y était dans le parcours 3, mais c'est incroyable. Un courageux, une courageuse, pleine de fougue, de courage, on l'applaudit bien fort. Et donc, nous avons le plaisir de recevoir Tiffany Sarr du Géoparc mondial de l'UNESCO du Chablais. Voilà. Bravo en tout cas, merci de réaliser cet exercice. Et tu as, on va passer à 60 secondes, on dit ça? Non, allez, 180 secondes, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Exercice pas facile puisque j'improvise complètement, mais ça tombe bien. Hier après-midi, j'ai également fait un exercice, un atelier où on parlait d'improvisation, donc allons-y. Donc le parcours 3, effectivement, sur le fait d'inclure davantage de publics. Donc on a abordé différents aspects de l'inclusion. On a abordé les publics en situation de handicap, donc notamment l'accueil qui leur est réservé au vaisseau. Il y avait également le fait d'apporter la science autrement, par exemple avec le tinkering, pour mobiliser plutôt des savoir-être et des savoir-faire plutôt que des savoirs scientifiques à proprement parler, et montrer que ça apporte beaucoup de choses au public. Désolée si j'ai la voix qui tremble, du coup je suis un petit peu stressée.
Et enfin, voilà, on a parlé donc des Fab Labs à l'école. Donc, pareil, une approche qui, au départ, peut peut-être effrayer un petit peu les enseignants, mais qui finalement se retrouve très très bien dans les apprentissages et qui permet aussi aux enfants de prendre un petit peu le pouvoir finalement sur leurs connaissances, prendre confiance en eux et en leur capacité d'apprentissage. Voilà, et ensuite on a conclu par une table ronde sur comment on mesure l'impact que ces actions ont pu avoir donc sur les différents publics. Voilà, et j'ai oublié, le premier projet qui était Rayon de Sciences, donc qui est grosso modo ouvrir une boutique des sciences éphémère dans des quartiers peut-être prioritaires et qui rencontre également un très beau succès pour créer des liens entre les habitants et pareil, prendre une petite prise de pouvoir de ces jeunes. Je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Bravo. Et pareil, en un temps record de 90 secondes. Et je pense que ça mérite même une hola. Je ne sais pas si on fait des holas dans les congrès, voilà, qui part de là. Allez, ouais, on a une mini hola. Voilà. Wow. Et ça repart. Bravo, bravo, bravo. Voilà. Et maintenant, pour le parcours 4, nous sommes médiation et recherche, les enjeux pour demain. Est-ce que nous avons notre champion? Champion, es-tu là? Si tu es là, frappe 3 fois. Et non, nos champions nous ont fait faux bond. Est-ce qu'il était dans le parcours 4? Ah, Sébastien. Sébastien, on l'applaudit. Sébastien. Voilà. On reconnaît un petit peu le courage des leaders qui savent passer devant le groupe lorsque nécessaire. Ou l'inconscience, là, plutôt, je pense. L'inconscience. Je me sentais un peu responsable, étant donné que j'ai participé à l'animation des tables rondes du matin. Et pour dire la grande satisfaction, en tout cas de la qualité des échanges. On leur avait collé un exercice, alors ils avaient un peu plus que 180 secondes, mais au lieu de 20 minutes annoncées pour lequel ils avaient postulé, on leur a annoncé une semaine avant que ça serait que 10 minutes. Et ils se sont tous très très bien prêtés à l'exercice. Et j'avoue, pour quelques retours que j'ai eu avec les collègues, que ça nous a permis d'aller à l'essentiel et de garder une dynamique d'échange. Une dynamique d'échange à la fois diversité de pratiques, notamment à la fois comment les publics, comment les médiateurs, ça c'est ça que j'ai trouvé aussi très intéressant, comment nous, en tant qu'acteurs de la médiation, on arrive à créer les conditions de la rencontre. À la fois pour les enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses, chercheurs-chercheuses, mais aussi pour les différents publics. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Une collègue ce matin parlait dans l'évaluation que ce qui comptait beaucoup pour les enfants, c'était autant la forme de la façon dont on crée la faisabilité ou la capacité d'écoute de ces tranches d'âge. Mais là, c'est assez nettement ressorti dans les discussions qu'on a eues et la qualité de ce qui est proposé par nos collègues, je la trouve vraiment passionnante et très intéressante. C'est vraiment une belle richesse qui a permis aussi d'échanger beaucoup, d'échanger avec des questions quand on parle médiation et recherche, bien sûr, toujours la question de la façon dont il y a une reconnaissance ou pas des collègues enseignants-chercheurs impliqués, la question aussi de la diversité, comment mettre en avant la diversité des acteurs de la recherche, à la fois dans les métiers, mais aussi dans la représentation homme-femme. On peut regretter que dans cette diversité, on ait surtout parlé homme-femme, mais on n'a pas parlé forcément de la diversité aussi des personnes présentes à différents niveaux au-delà de leur sexe, ce qui peut aussi pêcher par rapport aux exemples qu'on a eus. On voit aussi qu'on mobilise souvent les doctorants et doctorantes, ce qui est évidemment un vecteur de transmission important. Là, je suis déjà plus de 180 secondes. Pas du tout, tu as 36 secondes. Ok. Tu gères bien. Donc, ce qui est aussi évidemment
cette capacité à engager un dialogue avec les jeunes, mais en même temps aussi notre facilité pour la reconnaissance, puisqu'on a des outils pour les accompagner dans la validation de cette activité. Et puis peut-être aussi souligner la répartition à l'échelle du territoire et une sorte de dynamique globale. Donc là c'est vraiment fini. Une sorte de montée en puissance. Effectivement, on peut se réjouir de cette montée en puissance des organismes de recherche, d'enseignement et supérieur, mais aussi de souligner l'importance de la préservation d'un écosystème varié. Il ne s'agit pas que ces organismes tiennent le monopole de la médiation scientifique, et je pense que ça a été quelque chose qu'on a partagé. Voilà, merci. Merci beaucoup Sébastien, pensée importante qui méritait largement d'aller au-delà des 182 secondes, pour l'applaudir bien fort de cette levée. Et là je vois déjà quelqu'un se lever pour venir avec nous. Vous êtes mon espoir, Obi-Wan Kenobi, vous êtes le responsable du parcours 5, notre référent, notre champion. Parcours 5, sciences participatives et citoyennes. Alors présentez-vous. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Thomas, je suis de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et je vais essayer, pour rééquilibrer le temps imparti qui n'a pas été utilisé, de poursuivre la tendance. Vous avez 1823 secondes, allez-y, inondez-nous de ce beau parcours 5. Alors, la thématique était donc sciences participatives et citoyennes, et notre fil conducteur durant nos échanges, ça a été d'examiner des démarches scientifiques qui puissent permettre au public d'améliorer leur citoyenneté. Donc je vais essayer de vous montrer quelques exemples de choses qui ont pu être développées sur ces points. Le premier se trouve au Val d'Hérens, il est mené par Séverine Trouillot et Mélanie Clivaz, et l'idée c'était d'enquêter sur l'impact et les signes du changement climatique dans la région du Val d'Hérens. Et alors, comment est-ce qu'elles ont pu faire pour impliquer les personnes qui vivent dans cet environnement? Eh bien, elles ont distribué des questionnaires aux familles. Et les enfants, donc, à qui étaient distribués ces questionnaires, ont dû interroger leur entourage, donc, pour faire émerger des connaissances sur leur région. Donc, ces connaissances, ça peut prendre la forme de photos, de cartes postales, de choses qui préexistaient déjà, mais qui en fait ont été oubliées. Elles ont pu remettre ces données au goût du jour, les faire sortir un petit peu du grenier pour pouvoir s'en servir et avoir une meilleure idée de l'impact du changement climatique dans la région du Val d'Hérens. Et donc, de ce fait, elles ont pu amener le public à mieux comprendre les effets du changement climatique, et en ce sens, c'est un acte citoyen. Second projet mené par Julien Cochon. Alors là, on n'est pas très loin d'ici, à Aubure, un petit village de 370 habitants, sur lequel se trouve l'OHGE, donc c'est un organisme qui étudie l'impact du changement climatique sur le cycle de l'eau. Et lui, son travail, ça a été de concilier la diminution des ressources en eau qu'inclut le changement climatique avec les besoins en eau des personnes qui vivent sur ce territoire, au niveau de l'agriculture notamment. Afin de mieux faire comprendre le rôle de cet observatoire, il a eu l'idée de proposer ce qu'il appelle des ateliers d'autodescription. L'idée est de faire se réunir les citoyens et de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que notre espace de vie? Qu'est-ce qui est indispensable dans notre espace de vie au niveau de nos ressources? Qui considérons-nous comme nos alliés aujourd'hui, nos ennemis aussi? Et donc, ça se rapproche en fait des cahiers de doléances qui étaient existants déjà sous l'Ancien Régime, afin de faire ressortir des besoins, des problèmes qui sont ensuite remontés aux autorités. Donc voilà un petit peu l'idée qu'il a eue pour instaurer ce dialogue et essayer de développer son projet. Enfin, dernier point que j'aborde, celui du Tour des Savoirs d'Aurélie Gonnet. Aurélie Gonnet qui a donc relié Nevers à Morteau en vélo, ce qui représente une distance d'à peu près 300 km. Et au cours de ce voyage, elle s'est arrêtée voir des personnes détentrices d'un savoir. Donc ça pouvait être soit des chercheurs, de façon très classique. Ok. Mais finissez, c'est hyper intéressant. Merci. Donc, soit des chercheurs de façon très classique, soit des personnes qui étaient détentrices d'un savoir, mais qui n'en avaient elles-mêmes pas du tout conscience. Des artisans. Elle nous donnait l'exemple de quelqu'un qui a construit sa maison avec des rondins de bois et qui a diffusé aussi ce savoir. Elle les a mis en avant sur les réseaux sociaux à travers de petites vidéos pour partager un petit peu leurs connaissances et leur savoir-faire.
Ça l'a amené à se poser plusieurs questions. On a eu un petit débat après qui s'est développé sur la question suivante, qu'est-ce qu'un savoir? Comment le reconnaître? Pour pouvoir le diffuser, il faut d'abord le reconnaître. Donc, elle a ensuite conclu que c'était des connaissances acquises par l'expérience. L'expérience est très importante dans la constitution des savoirs. Et enfin, elle nous a parlé un petit peu de sa démarche et de sa posture, parce que tout le monde n'était pas forcément ouvert à cette diffusion des savoirs et des connaissances. Donc, elle se présentait plutôt comme une aventurière, plutôt qu'une scientifique ou quelqu'un qui, de façon très formelle, vient comme ça tirer les vers du nez aux personnes. Et on a conclu le débat sur l'importance de la posture en médiation, c'est-à-dire que les gens doivent très vite comprendre notre démarche, notre rôle, pour instaurer de la proximité et de la confiance dans le but de la diffusion des savoirs. C'était parfait. Merci pour votre écoute. Ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Bravo. Merci à vous. Et pour le parcours 6, un parcours sur les arts et les sciences, on m'annonce l'incroyable, l'unique, le merveilleux Salah Kal est-il avec nous? Oui, on l'applaudit bien fort. Salah. Et Salah, même exercice, tu as 180 secondes pour nous illuminer d'art et de science. Ah ouais, c'est... du coup, Salah Kal, médiateur scientifique et technique de l'Electrolab à Nanterre. Donc moi, ce qu'on m'a demandé, en fait, c'est de vous donner mon avis sur le parcours arts et sciences. Je vais quand même essayer, malgré ça, de vous faire une petite restitution de ce qu'on a eu. Donc on a eu en fait des mini-conférences avec différents intervenants autour justement de la médiation qui mélange les arts et les sciences. On a eu pas mal de choses autour des musées. Donc comment pouvoir utiliser l'art comme un outil, un moyen, un support pour pouvoir justement transmettre des choses scientifiques au travers du coup d'une muséographie et d'une médiation autour de tout ça. Et on a eu aussi des présentations de petits ateliers qui ont été réalisés justement avec des artistes et où on faisait appel à ces artistes pour pouvoir justement expliquer différents phénomènes scientifiques au travers de l'art. Pour ma part, c'est un atelier que j'ai vraiment apprécié. Moi-même qui suis issu justement du milieu des arts et du design à la base, au travers du parcours scolaire que j'ai effectué, et qui souhaite plus tard pouvoir mettre en place justement des médiations autour des sciences et si possible aussi autour des arts, le fait d'avoir eu cet atelier qui mélange les deux m'a fait on va dire, émerger quelques petites idées pour la suite. Et pour finir, qu'est-ce que je pourrais dire? Parle-nous d'une de tes idées, par exemple, qui a émergé. Alors, l'une de mes idées, ça s'inspire un peu des ateliers qu'on a eu sur l'Anthropocène, où en fait, on a eu un artiste qui... désolé si j'explique mal à mes confrères qui étaient à l'atelier avec moi, mais c'est difficile à expliquer pour moi. Mais du coup, l'idée, c'était en fait qu'un artiste puisse essayer, avec justement les personnes qui participaient à l'atelier, de pouvoir essayer d'imaginer à quoi pourraient correspondre les futurs, enfin, pas les futurs, mais plutôt se projeter dans l'avenir et essayer de créer justement des roches qui représenteraient justement notre époque à nous, aujourd'hui, pour les personnes justement futures. Et dans cette idée-là, moi, l'une des idées que j'avais, c'était d'essayer en fait d'imaginer avec justement les publics que moi je peux potentiellement accueillir dans mes structures, essayer d'imaginer en quelque sorte au travers d'illustrations à quoi pourrait ressembler le corps humain justement avec toutes les choses qu'on consomme aujourd'hui, la manière dont la planète et l'environnement a de changer aujourd'hui, et essayer justement de faire appel à l'imagination du public, faire appel pourquoi pas justement à un expert en sciences pour qu'il puisse m'épauler sur l'aspect scientifique et avec moi du coup sur le côté artistique essayer de mettre en place cela avec le public. Franchement, il reste 2 secondes, je crois qu'on peut l'applaudir. Bravo. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Salah. Alors, je ne sais pas de quoi l'imaginaire sera fait. Est-ce qu'on sera plutôt du côté de Wall-E ou de Idiocratie dans les imaginaires futurs? Mais en tout cas, maintenant, c'est le temps du parcours 7. Et le parcours 7, nos métiers, évolution et mutation. Et je pense qu'on peut applaudir bien fort Florence Belahen de l'Université de Lyon.
Merci. Merci beaucoup. Bon, Alexandrine avait demandé à ce que ce soit un petit jeune qui fasse la restitution. On avait trouvé le candidat parfait, très enthousiaste, mais il est parti. Donc, je m'y colle. Je suis désolée. Et pour moi-même aussi. Alors, une petite jeune, oui, tout à fait. Bon, ça va. Alors, sur les métiers, évolution et mutation. Alors déjà, on a eu deux restitutions d'enquêtes super riches, hyper intéressantes du ministère de la Culture autour du patrimoine et de la notion de l'engagement dans le patrimoine, et une enquête faite aussi à l'OCIM sur l'évolution des compétences et des postures. Donc c'est vraiment, ces enquêtes, elles montrent, enfin, elles donnent des chiffres, elles existent, et enfin voilà, faut qu'on pense qu'on a besoin de ressources. Hein, ce qui ressort aussi de cet atelier, c'est qu'on a besoin d'éléments factuels pour analyser où est-ce qu'on en est en la matière, notamment par exemple la question des salaires. On s'est dit mais on n'a pas de référentiel salaire pour pouvoir se comparer. Donc vraiment, voilà, il y a des études qui existent et on voit qu'il en faudrait encore d'autres. Il y a eu d'autres choses. Alors c'est vraiment le sujet métier, l'enjeu de la formation. Hein, donc on a eu la présentation d'un réseau de 12 masters, voilà, qui pose la question de la formation à la médiation. Et derrière tout ça, on a posé la question de l'insertion professionnelle, du marché de l'emploi concernant notre domaine. On a aussi évoqué la question de la formation tout au long de la vie, un petit peu avec la VAE. Donc là, on voit que c'est tout un chantier hyper riche et intéressant. On a eu aussi des retours d'expérience plus personnels, plus subjectifs, et c'était aussi très intéressant de quelqu'un qui dit voilà comment j'évolue dans mon métier, à un moment donné j'ai eu une crise de sens, à quoi ça je sers, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc quel accompagnement on peut avoir quand on est comme ça dans des volontés de changement de parcours professionnel. Et puis on a une table ronde aussi de retour d'expérience d'employeurs, d'employables, etc. Et là, on voit qu'on a un très très grand chantier, très intéressant. Déjà, on voit bien que les compétences ont évolué. On parle de l'engagement, de la participation, quel type de compétences cela requiert. Est-ce qu'on est formé à ça ou est-ce qu'on se forme à ça? C'est quoi aujourd'hui être médiateur scientifique, hein, quelles sont les compétences en jeu? Donc il y a tout un chantier autour de ça. Et un autre pan qui nous paraît très intéressant, c'est le volet générationnel, d'où ma petite introduction, qui montre qu'on n'est pas du tout... Enfin voilà, il y a un changement de vision du travail, d'engagement professionnel, qui pose des questions et qui est vraiment intéressant. Enfin là, on verrait, mais ça serait à observer, une génération qui attend autre chose. La question des salaires a été aussi posée. Donc là, c'est un très très beau chantier. Donc là, ça sera un des prochains congrès, je pense. Eh bien, franchement, voilà. C'était extrêmement clair, brillant, efficace, à l'image de Florence Belahen, que nous allons couvrir d'un tonnerre d'applaudissements. Merci. Et donc, en fait, pour le reste de ce temps, on va travailler donc en deux petits temps. Donc, dans un premier temps, on va avoir le plaisir de recevoir Bernard Mette, qui est avec nous. Bernard Mette est physicien et historien des sciences. Il est professeur émérite à l'Université de Lille, spécialisé en histoire et épistémologie de la physique. Et c'est un petit peu notre histoire, parce que c'est vrai qu'il y a 40 ans, le paysage de la CSTI n'est pas du tout le même que celui qu'on peut avoir aujourd'hui. On a accompli beaucoup de choses à 40 ans, notamment grâce à des personnes comme Bernard Mette, qui ont beaucoup poussé dans les années 80 et 90 pour que les choses se développent. Et il va nous faire un petit peu revivre cette aventure. Donc Bernard, voilà, je peux vous donner... Vous préférez un micro-cravate ou un micro comme ça ? Cravate, pardon, main, micro-main. Allez, c'est parti. Et donc, Bernard Mette, vous avez donc 723 secondes pour nous parler un petit peu de tout ça. Alors, 723 secondes, c'est combien de minutes? Un panier garni hein, pour la personne qui trouve. Hein. Voilà. 3 secondes, bravo. Bon, alors, on ne va pas perdre de secondes. On m'a demandé de faire le pont entre il y a 40 ans, c'est-à-dire la création de l'AMSTI, et actuellement, et dire un petit peu la situation qui était celle lorsque nous avons créé l'AMSTI il y a 40 ans. Alors, il faut voir qu'à cette époque, il y avait en France 4 établissements, grands établissements nationaux, comme on les appelait, c'est-à-dire le Muséum d'histoire naturelle, dont la verrière avait été cassée à la Libération et qui n'était toujours pas réparée. Il y avait le musée des arts et métiers, dans lequel on faisait les mesures de sédimentation de la pollution de Paris depuis le 19e siècle, parce qu'on avait un lieu où au moins il n'y avait rien qui avait bougé. Il y avait
le musée de l'homme, totalement démantelé par la résistance, parce que les militants qui étaient au musée de l'homme, et notamment Germaine Tillion, avaient fait œuvre de résistance et avaient été arrêtés par la milice française et par la Gestapo, et le musée de l'homme n'était pas restauré depuis, et il y avait le palais de la découverte qui était de la science vivante, avec présentation d'expériences, visualisation et tout cela, et cet établissement extrêmement actif. Et puis il y avait en région, on ne disait pas encore en région, on disait en province de Paris et en département lorsqu'on était en province, il y avait 172 muséums d'histoire naturelle ou de musées techniques. Et les muséums d'histoire naturelle, c'était des muséums qui avaient été fondés tous au XIXe siècle et qui présentaient la systématique et de façon exhaustive. Voilà, donc il n'y avait même pas de lieu d'animation à l'intérieur des muséums ou des musées techniques. Et puis, il y avait aussi des écomusées. Alors, les écomusées étaient apparus dans les années 70. Avec l'effondrement de pans entiers économiques, il y a disparition de l'économie dans une région, disparition de la culture ouvrière, et les écomusées, c'était le créer pour préserver un petit peu de cette culture industrielle et ouvrière. Voilà en gros ce qui se passait, mais en dehors de ces établissements, il y avait eu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mai 68. Et mai 68, ça a quand même été une grande révolution qui a amené une révolution dans la société, dans le comportement, libération des femmes et ainsi de suite. Et dans la science, ça jouait beaucoup de rôles, parce que l'université, qui était dirigée par les mandarins, a été une université qui s'est ouverte progressivement, et dans lequel il y a eu vraiment pas mal de contestations qui a continué dans les années post-68. Jean-Marc Levy-Leblond était là à l'introduction et vous rappelait son autocritique de la science, des journaux comme Impatience qui existaient, la contestation du découpage disciplinaire, et aussi il y a eu quelque chose dans les années 70 qui a posé des problèmes à tout le monde. C'est-à-dire que le gouvernement de l'époque a décidé de lancer une filière nucléaire d'énergie nucléaire sans qu'il y ait du moins aucun débat au Parlement. Alors là, il n'y a pas eu de débat au Parlement, mais il y a eu des interventions dans les médias de deux catégories de physiciens. Il y a les physiciens genre Leprince-Linguet, cravate, blouse blanche et coupe de cheveux à la brosse, qui venaient expliquer pourquoi la filière électronucléaire était bien. Et puis il y avait des gens qui avaient encore des cheveux et des cheveux partout et qui étaient plutôt débraillés, qui venaient expliquer pourquoi le nucléaire était mal. Et tout ça à partir d'arguments de physique qui ont passé par-dessus la tête de tout le monde, et donc il n'y a pas eu de débat dans la société. Alors là, il y a une remise en cause du rôle justement de la science. Est-ce que c'était la science qu'il fallait diffuser, ou est-ce qu'il fallait parler de l'engagement citoyen à l'intérieur, la science provoquait des mutations technologiques, et des mutations technologiques, il fallait étendre la démocratie aux choix technologiques dont dépend notre avenir. Et donc il y a eu des opérations comme physique dans la rue ou physique dans la ville. Le centre de Poitiers a été incendié. Non, c'était virtuel. Les pompiers avaient été prévenus, mais tout était prêt pour qu'il n'y ait pas de mouvement de foule, de panique et ainsi de suite. Mais il y a eu un choc psychologique, et ces physiques dans la ville ont amené à s'interroger justement sur les conséquences des nouvelles technologies. Il y a eu les clubs Jean Perrin créés par Jean-Claude Guiraudon au sein du Palais de la Découverte, et qui ensuite ont essaimé partout en France avec le Cirasti, avec l'anesthésie et des choses comme ça. Et puis, 1979, dans la Maison de la Culture de Grenoble, Malraux, un centre de culture scientifique qui s'est mis à l'intérieur d'une Maison de la Culture. Voilà en gros ce qu'il y avait avant 1981.
Et puis, 81, je ne sais pas si vous savez aussi, il y a eu la gauche qui est arrivée au pouvoir. Et cette gauche qui est arrivée au pouvoir, dans les premières années, a fait pas mal de choses. Et notamment au niveau de la culture scientifique, la création de la mission interministérielle pour le développement de l'information scientifique et technique, ouf, la MIDIST, et au sein du ministère de la Culture, la direction du développement culturel, dont la règle était simple, faites tout ce qui n'a jamais été fait. Et ils avaient du financement et ils ont cherché des porteurs de projets pour utiliser ce financement. Enfin, c'est très, très bien parce que s'était exercé, Philzip dans la rue, club et tout ça, et donc on avait des projets. Alors, eh bien, les projets, c'était de, selon la belle expression de Jean-Marc Lévy-Leblond, mettre la science en culture. Mettre la science en culture et étendre la démocratie aux choix technologiques. Voilà, donc, eh bien, sont des militants. C'est pour ça que j'étais un petit peu étonné, moi aussi, du titre de ce colloque du partage du savoir à l'engagement citoyen. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire de l'engagement citoyen, qui était l'initiative initiale de l'AMSTI au partage des savoirs, et peut-être et retour, mais c'est un balancier, et puis autant faire se peut. Eh bien, l'AMSTI a été créé justement pour concrétiser cet engagement et faire que, grâce à la DDC, grâce à la MIDIST et grâce à la DATAR, qui était la direction de l'aménagement du territoire et qui veillait à ce que tout le territoire soit couvert, eh bien, il puisse y avoir des créations de structures. Et l'AMSTI correspond à cette volonté de créer des structures un peu partout en France. Et ces structures ont été principalement la rénovation de certains musées de Sciences Nat, la rénovation des grands établissements nationaux et la création des centres de culture scientifique, technique et industrielle qui se sont développés sur tous les territoires. Alors, pour illustrer un petit peu cela, des choses que je n'ai pas vues à ce congrès, alors qu'il y a beaucoup de jeunesse, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de plaisir rencontrés au cours de ces journées, eh bien, on avait, par exemple, pour montrer l'action de la culture scientifique dans la science elle-même, par exemple, fait des valises exploration. Ça tenait dans le coffre d'une voiture, ça pouvait circuler d'école en structure éducative, être utilisé par les enseignants ou les animateurs avec leur propre public. Et, par exemple, une des valises exploration, c'était la symétrie. Pourquoi ? Parce que la symétrie, c'est des maths, c'est de la physique, c'est de la chimie, c'est des sciences nat, c'est de l'art, c'est de l'architecture, et on l'a vu avec l'architecture de ce beau palais qui nous a accueillis à Strasbourg. On a fait aussi des salles d'actualité. Alors les salles d'actualité, c'était un thème, une exposition itinérante, un journal, des débats. Les premiers, ça a été la procréation médicalement assistée. Et puis, il y a eu aussi bien une salle d'actualité qui a été la première connexion Internet en France. Vous voyez, à quoi ça va servir, ça ? Ça, on n'avait pas vu que ça allait servir à ça. Bon, alors, vous savez, dans les prévisions, c'est toujours autre chose qui arrive. Alors, on a fait aussi des passeports recherche. Alors, les passeports recherche, eh bien, c'était quoi ? Sur un thème, par exemple les lasers, eh bien, on voit ce qui se passe dans les labos, ce qui se passe comme mutation dans l'industrie, par exemple la découpe au laser, par exemple la fabrication des drapeaux avec des lasers, et ça remplace la sidérurgie, c'est une mutation, et ce que ça implique comme changement dans la vie quotidienne des personnes. Et puis, bon, eh bien, tout ça, ça nécessite, vous le voyez, c'était quoi ? Création d'outils, mais les outils étaient utilisés par les enseignants et les animateurs avec leur propre public. Vous ne voyez pas la notion de médiation apparaître, parce qu'il n'y a pas encore de professionnalisation. Et donc, obligatoirement, nous faisions des formations en destination de ces enseignants et de ces animateurs, et nous faisions une documentation multimédia pour que les ressources documentaires soient là. Alors, bon, tout ça a abouti à la création en 1989 de la fête de la science, ludique, dynamique, extraordinaire. Pardon, non. C'était la science en fait. C'est ça qui était ludique, dynamique, extraordinaire. Et bien après, ça a été transformé en fête de la science. Entre science en fête
Et fête de la science, il y a plus qu'une inversion. Parce que fête de la science, ça peut être conjugué à F-A-I-T-E-S, fête de la science. Et effectivement, on a vu débouler la pub des labos, la pub des lobbies, la pub des grands organismes de recherche, là, venez dans ma filière, elle est la meilleure et j'ai besoin de thésards, et ainsi de suite, changement d'initiative. Et création aussi de médiation, et c'est les choses que vous trouvez, dans lesquelles les structures se sont créées, dans lesquelles il y a eu du finissement initial, et il en manque rudement, Madame la responsable de la région, non seulement pour l'investissement, mais aussi pour le fonctionnement de ces structures et pour pérenniser du dynamisme, et vous en avez. Bravo, 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 bravo. Quelque part, j'ai envie de vous dire, laissez-vous entraîner sur les deux ailes du désir et du plaisir. Waouh. Quelle passion, quelle passion. Vraiment un grand merci Bernard. Et vous avez tenu dans votre temps, il vous restait encore une quarantaine de secondes. Bravo. Alors, nous allons maintenant recevoir un petit peu un très joli panel, notamment avec Christine Velti, qui était notre présidente de l'AMSTI, il y a de cela une petite décennie, et qui était également directrice de la Nef des Sciences pendant 27 ans. C'est ça, Christine? Si vous voulez nous rejoindre éventuellement ici à la tribune. Merci, Christine. On a également le plaisir d'avoir Adrien Rossi de la Maison Poincaré, voilà, qui s'intéresse à notamment des nouveaux formats de médiation autour de la réalité mixte. Il va pouvoir un peu nous expliquer ça. Nous avons Dounia Saez du Café des Sciences, bravo. Alors, le Café des Sciences, en 2 mots, donc vous êtes rédactrice en chef du Labo des Savoirs également, l'émission activatrice de Synapse, le Labo des Savoirs décrypte avec les chercheurs les questions d'actualité, analyse les enjeux d'aujourd'hui et de demain, des sciences exactes aux sciences humaines en passant par les sciences économiques et sociales, tous les champs de la connaissance y sont passés au crible. Est-ce que ça décrit bien ce que vous faites ? Parfaitement, c'est vous qui l'avez écrit, donc c'est parfait. Voilà. Et également, alors, qui n'était pas indiqué ici dans la liste, mais nous avons une guest star aujourd'hui, incroyablement. Nous avons Terence Saulnier, voilà, qui peut se joindre à nous. Alors, Terence Saulnier, qu'on pourrait un petit peu... Alors, est-ce que je pense qu'on peut vous définir un peu comme un hyperactif de la CSTI ? Ça vous correspond bien. Hein. Alors, Terence Saulnier, pour vous dire, alors, émerveillement et démocratie scientifique, ex-ingénieur en neurobiologie. Alors, vous avez également fondé un incubateur qui s'appelle l'Exploratoire. Vous avez également créé une exposition et un documentaire Cell Words. Vous avez une chaîne YouTube, Explorer. Vous êtes également vice-président du Café des Sciences et parmi vos autres compétences, vulgarisateur, formateur, maître de cérémonie, monteur, réalisateur, graphiste et maître kung-fu, si je crois. Voilà. Donc on peut l'applaudir également bien fort. Et un petit peu l'esprit de cet échange, ça va être au fond, ici c'est un peu nos grands témoins qui sont présents. Voilà, c'est en même temps ce que nous avons réussi à accomplir collectivement en 40 ans, et c'est aussi nous projeter dans les 40 ans à venir. Alors 40 ans, c'est très loin. Donc on va se projeter à quelques années, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et j'aimerais que cette projection, on la fasse ensemble. On a des grands témoins qui sont présents, et il y a vous. Il y a vous également, voilà, qui êtes aussi l'avenir de la culture scientifique en France. Et j'aimerais qu'il y en ait une discussion qui se passe un petit peu à l'échelle de la salle. Donc on va parler un petit peu de tout. On va parler de toutes les grandes questions qui sont dans notre champ. J'en ai listé un certain nombre. Il y a peut-être d'autres que vous pourrez amener. Mais voilà, on va avoir une discussion un petit peu de clôture sur ce que nous avons accompli en 40 ans et ce que nous souhaiterions accomplir dans les prochaines années. Alors ma toute première question va aller un petit peu à Christine Velti. Alors Christine, voilà, vous avez été directrice d'un centre de culture scientifique, donc la Nef des Sciences, ici en Alsace pendant 27 ans. Alors comme le disait Bernard, le paysage n'était pas le même. C'était toute une aventure pour qu'on arrive à la création des CCSTI. Et quand même, là où on était il y a 27 ans et là où on peut en être aujourd'hui, quand même, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur l'accomplissement collectif qu'on a pu avoir au niveau de la CSTI en 30 ou 40 ans ?
Est-ce qu'on m'entend là? Oui. 40 ans, non, parce que je n'étais pas encore là. Hein. Donc j'ai commencé à diriger la Nef des Sciences il y a bientôt une trentaine d'années. Je dois dire que si je jette un regard en arrière, je m'aperçois qu'on est tout le temps dans des contextes de bouleversement auxquels on doit s'adapter. Et c'était le cas il y a 30 ans quand je suis arrivée, mais c'était le cas aussi il y a 10 ans lors de ma présidence de l'Amnesty. Et je ne sais pas pourquoi, on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de thèmes récurrents qui reviennent, comme des marronniers, on en parlait justement avec des collègues hier ou avant-hier, qui reviennent. Et pourquoi reviennent-ils toujours? Peut-être parce qu'on ne les a pas encore résolus, peut-être qu'on ne s'y est pas encore vraiment attaqué. Notamment, on revient régulièrement, mais ça apparaît aussi dans le nouveau plan stratégique de l'Amnesty qui a été voté hier. Par exemple, le I de CSTI. Pensez au I de CSTI, pensez peut-être à mieux communiquer sur l'association pour qu'elle soit mieux connue et reconnue, donc éventuellement changer de nom. Alors ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors j'imagine qu'il y a certains collègues là qui vont se dire « Ah, elle revient encore avec ses dadas ». Mais à mon avis, pour que l'Amnesty soit mieux connue et reconnue, ça passe aussi peut-être par une communication avec un nom moins abscon, moins hermétique. Et d'ailleurs, j'ai peut-être une anecdote à vous raconter à ce sujet que certains connaissent déjà. Lorsque j'ai été élue présidente de l'Amnesty, donc il y a 13 ans, maintenant c'était en 2009, mon fils, qui était un ado à l'époque, m'a dit « Ah bon, maman ?» Il était émerveillé, « Tu as été élue présidente d'Amnesty ?» Ça vous donne tout le bon. Je me dis peut-être que dans 10 ou 20 ans, l'Amnesty sera mieux connu qu'Amnesty, mais certainement pas sous l'acronyme Amnesty, parce que celui-là, il passe assez mal, quoi. Donc voilà. Donc je ne sais pas quoi dire d'autre par rapport à... Moi, je peux parler des bouleversements qu'il y a eu lorsque j'étais présidente de l'Amnesty. D'ailleurs, ça a donné lieu à un petit article dans le bulletin que vous avez là. Mais moi, je constate à chaque fois quand même qu'on est toujours dans des contextes avec des bouleversements politiques, sociétaux, qui font qu'on est constamment en train de s'adapter et que reviennent de manière récurrente. Alors pourquoi? Peut-être parce que parfois on perd un peu la mémoire, des sujets qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Hein. C'est parfait. Voilà. Et voilà, donc c'est marrant votre anecdote sur Amnesty. Tant qu'on ne devient pas amnésie, tout va bien. Donc maintenant, je me retourne vers le public. Du coup, est-ce que éventuellement dans le public, quelqu'un aimerait aussi être un peu notre témoin, nous parler un petit peu de ce qu'on a pu accomplir en 30 ans, en 40 ans, de ce dont on doit être fier aussi également en tant que réseau, en tant qu'acteur? Quelqu'un veut partager un petit peu une petite pensée avec nous? Non? Non, ça inspire personne. Hein. Un directeur de CCSTI peut-être, ou quelqu'un qui a été présent? On voit personne d'ici. Hein. Bon, très bien. Donc, je propose dans cela qu'on passe aux questions suivantes. Ce serait plutôt la question du rêve de la culture scientifique. C'est-à-dire que là, on arrive à un certain niveau, au niveau de notre réseau et de notre implantation en termes de culture scientifique, avec une forte diversité d'acteurs entre les universités, les CCSTI, les musées de sciences, associations diverses, les freelances, etc. On a un réseau de 200 à 300 structures et personnes au niveau national. Mais comment est-ce qu'on rêve la question de la culture scientifique dans 20 ans? Est-ce que, par exemple, Dounia, vous seriez capable de vous imaginer, vous projeter Dounia dans 20 ans? La CSTI en France, c'est quoi? Est-ce que c'est pareil qu'aujourd'hui ou est-ce que c'est différent? Est-ce que ça doit être différent selon vous? Je crois, hélas, que ce sera foncièrement différent compte tenu des questions sociétales et d'environnement qui vont nous tomber dessus dans un futur plus que proche. Et je pense que la science aura, j'espère, un rôle à jouer et que la culture scientifique ne sera pas juste un enjeu scientifique, mais un enjeu de société pour que ce soit emparé par tous les citoyens et les citoyennes qui vivront dans un monde avec la fonte des glaciers, la montée du niveau des océans, le réchauffement climatique, le changement climatique, la raréfaction des ressources et
qui, j'espère, ne vont pas occulter toutes les questions sociétales de progrès, de partage et d'évolution de nos sociétés, et que la culture scientifique soit de la culture, soit un outil pour qu'on puisse réfléchir aux pratiques, qu'on puisse trouver des solutions et qu'on puisse continuer à vivre ensemble, et que ce soit pas finalement juste la promotion d'une discipline, que ce ne soit pas juste une case qu'on va cocher dans ce que j'espère être la relève de Parcoursup et non plus Parcoursup. Voilà, que ce soit vraiment un élément, un outil que tout le monde puisse s'emparer et qui serait venu au même titre que de la musique. La sculpture, la peinture, quelque chose auquel qu'on va s'approprier et utiliser pour réfléchir à comment on évolue dans notre société. Merci beaucoup, Dounia. Est-ce qu'éventuellement une personne puisse partager aussi une réflexion? Comment on se voit dans 20 ans, en 10 ans, hein, mais comment est-ce qu'on peut se voir dans le futur? Quelqu'un a une pensée? La salle dort inexorablement. Sinon, on peut faire juste des questions à nos collègues, mais c'est plus sympa, je trouve, si vous arrivez aussi à parler un petit peu, voilà, qu'il y ait des échanges qui se fassent. Donc, quelqu'un qui se projette dans 20 ans? Non? Non? Dans 10 ans? 10 ans? 10 ans? On a un candidat pour 10 ans. On l'applaudit. Vas-y, micro. Christophe Denis, Parc aux Étoiles, vous m'avez déjà entendu, je suis long, ça va être pénible. Donc dans 10 ans, je serai à 1 an de la retraite. C'est ce que vous voulez savoir. Me projeter dans 10 ans. En fait, il y a quand même la question d'anthropocène qui se pose aujourd'hui, et surtout la notion de oui, nous sommes face de plus en plus à une problématique virologique qui entame les économies, et on sait très bien qu'en général, quand on fait des économies, on tape d'abord sur l'éducation nationale, puis après sur tout ce qui va être éducation populaire, et nous, on va en faire les frais également. Donc, comment je me vois dans 10 ans? Je vais vous dire très sincèrement, à vouloir toujours faire de la CSTI parce que voilà, c'est ma vie, et même à la retraite après, je serai bénévole. Donc, mais le vrai problème, je crois qu'il faut se questionner aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va être capable de pouvoir faire nos métiers avec des inégalités sociales, dans de la dématérialisation, avec des publics de plus en plus exclus, éloignés, empêchés. Alors je sais bien qu'il y a eu le méga rush ultra plaisant d'acheter en province et de découvrir le télétravail, mais malgré tout les entreprises ont posé des lois, il y a des retours qui doivent se faire sur Paris, les systèmes ferroviaires ne desservent pas toutes les régions de France. Je me rappelle m'être posé la question avec mes voisins de dernière sur comment allions-nous faire pour aller à la grotte Chauvet pour le congrès de l'AMSTI. Bon, voilà. Il y a toutes ces questions, je pense, qui se posent, et je pense qu'il faut se les poser aujourd'hui, parce que quand on avait fait face à la Covid, tous autant qu'on était, personne ne s'y attendait réellement sous cette dimension. On s'est pris une grosse porte de placard dans le nez. Voilà. Donc, c'est réfléchir aujourd'hui sur comment sommes-nous, nous, empêchés. C'est pas que le public, c'est comment sommes-nous, nous, empêchés pour pouvoir continuer à porter la culture scientifique et ne pas se laisser embarquer sur les pseudo-croyances et tout ce qui peut dériver de cela. Merci beaucoup. Et c'est vrai que voilà, on peut vraiment l'applaudir. Et c'est vrai que vous soulevez des questions qui sont importantes, qui sont celles au fond de nos publics aussi. Parmi les publics qu'on a du mal à toucher, notamment les publics de la jeunesse, c'est vrai que les 13-25 ans, globalement en France, c'est souvent un peu des non-publics de la culture scientifique, sauf si on arrive à les toucher avec des milieux scolaires, etc. Et Terence, par exemple, voilà, vous qui êtes hyper actif dans plein de domaines de la culture scientifique, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire en tant que réseau pour mieux toucher les jeunes, les 13-25? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? J'adore cette question. Déjà, bonjour à tous et à tous. J'espère que vous passez un bon moment. Il fait plus frais ici, donc n'hésitez pas à descendre, ça faisait un peu chaud. Hein. Voilà. Évidemment, moi, je répondrai par l'émotion, avec une étude de cas qui est notre projet Cellwords, où, alors c'est un projet total, il y a une partie exposition immersive, on est allé dans les cinémas,
sur YouTube. On a fait des live musicales, on est allé à TEDx Saclay hier aussi avec partie de l'équipe. Enfin, on essaie d'être sur tous les terrains et de proposer vraiment des expériences nouvelles. Et on a la chance d'avoir 90% de public non initié, qui est un chiffre absolument génial pour nous, qui permet de toucher des nouveaux publics qui ne connaissaient pas du tout ces thématiques sur le monde microscopique, avec notamment un demi-million prévu sur l'exposition, donc on est juste trop contents. Et on a des super retours, notamment sur les publics jeunes, qui découvrent cette expression. Alors, il n'y a pas du tout Cell Wars n'a pas été du tout conçu au départ pour les publics jeunes. C'était vraiment un grand public, mais par l'émotion, par l'émerveillement, par ce prisme des émotions, on a réussi à avoir des nouvelles formes de médiation qui sont apparues, et on a réussi à faire passer une sorte de sémantique par l'image et la musique notamment de nos projets, où on utilise du coup plus forcément la voix off ou plus forcément l'écriture, mais on arrive à quand même émerveiller les gens, à se dire putain mais ça c'est le vivant, c'est à l'intérieur de moi, qu'est-ce que c'est, j'ai envie de savoir plus, et à créer cette forme de du coup médiation par la non-médiation, où juste on va frustrer le public en disant mais qu'est-ce que je suis en train de voir, etc. Et à la fin, on leur offre la solution, on leur montre qu'est-ce qu'ils ont vu, etc. Et là, l'impact, il est démesuré parce que du coup, ils disent « Ah, mais ça, c'est vraiment ça et tout ». Et ils retiennent vraiment, vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, donc c'est un genre d'exemple que moi, je pense qu'on pourrait réfléchir pour la suite. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Cell Wars n'est pas du tout fait supporté par une CCSTI. Donc, est-ce que ça pose la question aussi de est-ce que le futur de la CSTI est forcément par des CCSTI ? Ça, juste, je pose la question et après, à chacun d'en discuter. Mais voilà, aller sur des nouvelles formes de médiation, de narration, notamment par l'émotion, pour toucher ces publics-là qui ne sont pas forcément familiers d'autres formes. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, on va rebondir un petit peu sur votre réflexion qui est très légitime. Par exemple, il y a 10 ans, qui avait vu venir l'avènement des youtubeurs de science et d'autres personnes qui, à travers les différents réseaux sociaux, réussissent tous les jours à toucher les jeunes et à leur parler de science. Est-ce qu'on avait vu venir toutes les mutations auxquelles on fait face aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, avec la création des CSTI, on est venu structurer des politiques sur un territoire, ce qui est également important, mais on a des modifications des usages qui font qu'aujourd'hui, il y a des modifications des formats. Par exemple, je pose la question, est-ce que les youtubeurs de science qu'on voit émerger, est-ce que c'est un effet de mode, ou est-ce que c'est vraiment une mutation profonde des modèles auxquels tous ensemble aussi on doit réfléchir? Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a une réflexion là-dessus. Youtubeur, info ou intox? Effet de mode? Ah, allez-y, ouais. Bonjour, Tania Louis, médiatrice scientifique indépendante et vidéaste. S'il vous plaît, pas youtubeuse. YouTube ne nous paye pas. Les journalistes ne sont pas le parisianiste ou l'expressiste. Ils sont journalistes, nous faisons des vidéos, nous sommes vidéastes. Concrètement, la vague vulgarisation sur YouTube, à mon avis, ne faut plus en parler comme quelque chose d'émergent. Elle est en déclin. Là, déjà, aujourd'hui, YouTube est en train de perdre du public, et notamment le public jeune. Alors, on met beaucoup de choses derrière jeune, mais aujourd'hui, les 18-25 ans ne sont plus trop sur YouTube, en tout cas pas pour des contenus de science. Les plus jeunes que ça sont plutôt sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch. Donc YouTube, pour toucher les jeunes, c'est déjà trop tard. Les outils suivants sont en place avec des formats encore différents. Donc je pense qu'il faut... Effectivement, c'est quelque chose qu'à mon avis, pas grand monde n'avait vu venir, cette mode-là. Mais c'est déjà la mode de l'année dernière, voire d'il y a 2-3 ans. Et en fait, les choses bougent très vite sur tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, etc. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est pas de se dire comment je m'adapte à ce qui se fait, mais de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je peux proposer quelque chose d'intéressant qui sera peut-être nouveau, au lieu d'essayer de courir après les codes qui, de toute façon, vont changer en cours de route. Merci beaucoup, et c'est une réflexion qui est vraiment très juste. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, en tant que CCSTI, les 4 CCSTI de Nouvelle-Aquitaine, on fait le même constat il y a de cela 3 à 4 ans. On a créé un média digital que vous connaissez sans doute qui s'appelle Curieux, qui a notamment 1,5 million d'abonnés sur TikTok, 1,5 million d'abonnés, ça veut dire dans l'année on est passé TF1, Combini, M6, etc. Et voilà, on a des plus gros médias digitaux, tous médias confondus, sur TikTok, un média de science aussi fondé par les CCSTI. Donc on peut aussi faire ces démarches et ces animations. Et donc par exemple, parmi les cofondateurs de Curieux avec nous, il y a notamment il y a des collègues. Marianne, je ne sais pas si tu es là.
Marianne est là, c'est génial. Est-ce que Marianne, éventuellement, tu veux nous faire un petit témoignage, peut-être sur l'aventure Curieux, les mutations, les publics jeunes, etc. Tu veux nous dire un petit mot là-dessus ? Beaucoup d'entre vous ont eu le plaisir, je pense, d'écouter Julien, notre directeur de Curieux, à la pré-conférence. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Non, effectivement, ça a été un pari pour nous de se dire comment est-ce qu'on va au contact des gens, et notamment du public jeune, puisqu'ils ne viennent pas chez nous. Et l'idée, ça a été évidemment d'aller là où ils étaient et de lancer effectivement ce média. Ça a été un pari pour nous de se dire il faut surtout pas, on va dire, pervertir, j'ai envie de dire, les bonnes intentions de l'équipe avec nos codes, nos anciens codes. On les a laissés complètement libres. Ils nous ont expliqué que le but, de toute façon, pour compter, c'était de créer une communauté. Et tant qu'on n'avait pas de communauté, on ne valait rien, en fait, sur ce marché-là, entre guillemets. Et on les a laissés à l'œuvre. On a commencé à tester des contenus, des choses très très diverses. Et petit à petit, on a vraiment créé une ligne éditoriale qui a de plus en plus séduit à la fois les publics, mais aussi la communauté scientifique qui fait confiance aujourd'hui à Curieux pour raconter des choses, quoi. Voilà, je ne sais pas ce que tu voulais que je raconte. Non, juste en parler, parce qu'on est dans ces champs de la transition, et nous, en tant qu'acteurs, on va dire anciens, c'est STI, comment est-ce qu'on arrive à interpréter ça, et c'est partager avec le réseau un petit peu ces éléments de réflexion. Et sans transition aucune, je me rapproche d'Adrien Roussille, parce que quand on parle de nouveaux formats, il y a des formats qu'on va vivre sur la toile, qu'on va vivre vraiment sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., qui correspondent aux usages des jeunes, mais quels vont être les usages demain ? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, au-delà, je ne sais pas. Mais grosso modo, par exemple, vous, Adrien, vous vous intéressez beaucoup. Alors, il fait quand même la vulgarisation des mathématiques, et vous l'abordez en particulier avec la réalité mixte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est et en quoi ces nouvelles technologies d'immersion ou d'autres technologies pourraient être aussi le futur de la CSTI ? Oui. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors la réalité mixte, c'est pas très connu, beaucoup moins que la réalité augmentée et que la réalité virtuelle. Donc de la réalité virtuelle, il y en avait ce matin et même les 3 jours à la foire au projet. Il y avait au moins 2 projets qui utilisaient la réalité virtuelle, donc une technologie complètement émergente. La réalité augmentée, qui n'a rien à voir, c'est quand on prend un téléphone, un smartphone, une tablette et qu'on ajoute des éléments, qu'on filme quelque chose et qu'on ajoute des éléments dessus. La réalité mixte, c'est une technologie qui utilise des casques qui permettent de voir à la fois la réalité et une version augmentée, des hologrammes en fait. Et cette technologie, elle a un grand avantage, c'est qu'elle n'isole pas. Contrairement à la réalité virtuelle qui a tendance à isoler l'utilisateur, l'utilisatrice, la réalité mixte, elle peut se penser sur une expérience collective. Et donc dans le musée de mathématiques, qui est donc créé par l'Institut Henri Poincaré et qui ouvrira début 2023 à Paris, et dont je ne suis pas le seul représentant d'ailleurs ici, vu qu'il y a Élodie Chéroux, la responsable, et Céline Nadal, la muséographe, qui sont quelque part dans la salle, mais je ne sais pas où. Ce musée aura l'un de ces 7 espaces avec une expérience en réalité mixte qui s'appelle Holomat. Et le parti pris pour cette expérience, en fait, c'est d'utiliser la technologie, mais finalement pour aussi remettre au centre la médiation et la médiation humaine, vu que les participants se voient les uns les autres et vu que cette expérience sera toujours en visite guidée avec un médiateur ou une médiatrice. Et on utilise la nouvelle technologie pour montrer des visualisations différentes. Donc en mathématiques, il y a vraiment l'enjeu d'arriver à visualiser des concepts qui sont abstraits. Donc on vise surtout les élèves de la fin du collège et du lycée. Et la réalité mixte permet de les voir autrement. Alors on parlait hier j'ai donné un petit exemple hier lors du groupe de travail intermède où je parlais d'une ruche. En fait, on fait plein de choses dans une ruche dans cette expérience. Et avec un parti pris qui est aussi de pas forcément montrer exactement la réalité, de faire des choses pas toujours fidèles à ce qui se passe dans la réalité, donc de pouvoir avoir une narration qui se met par-dessus, mais surtout l'important c'est que finalement il n'y a pas de mathématiques dans ce qu'on voit et tout est dans le discours du médiateur ou de la médiatrice qui anime l'expérience, et c'est ça qui est au centre, et c'est vraiment au-delà de la technologie, ça le parti pris le plus important qu'on a. Et l'autre chose aussi, c'est que en fait pour développer des technologies comme la réalité augmentée, comme la réalité virtuelle, comme la réalité mixte, il faut faire des mathématiques, il faut faire de la physique. Et donc pour des jeunes au collège, au lycée, qui se demandent un peu ce qu'ils ont envie de faire plus tard et qui sont attirés par ces nouvelles technologies, c'est aussi une manière de leur dire, si vous avez envie de travailler dans ces domaines-là, si vous avez envie de développer par exemple des applications dans ces domaines-là, faire des sciences, c'est un moyen d'y parvenir, c'est pas le seul, mais c'est un moyen d'y parvenir. Et donc on veut aussi offrir une opportunité aux jeunes d'avoir accès à cette technologie qui, il faut le dire, est quand même très chère, qui ne va pas
si on se projette sur 10 ans, je ne pense pas vraiment que ça va se démocratiser et que qu'on aura tous chez soi un casque de réalité augmentée, de réalité mixte ou de réalité virtuelle. Je pense que c'est pas vrai. Par contre, il y en aura sûrement de plus en plus dans les musées, et donc c'est aussi une manière de de l'utiliser pour montrer cette technologie aux jeunes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font de la réalité mixte ici dans la salle? Ouais. Tu veux nous en parler un petit peu éventuellement? Philippe, rapidement. Hein, donc Philippe Ginès, qui est directeur de Citéco, la Cité de l'économie à Paris. Oui, bonjour tout le monde. En fait, on a fait une saison culturelle virtuelle réelle, du fait de la pandémie, de télétravail, etc. Et la Cité de l'économie, c'est aussi un monument historique magnifique. Et pour le magnifier, on a voulu le faire vivre dans son époque de création. Et pour cela, on a utilisé cette technologie. Et le fondateur revit grâce à ce casque. Et on le voit déambuler dans ces salles comme s'il était là. Voilà. Et Philippe, tu es directeur de la Cité de l'économie. Est-ce que je peux me permettre de demander combien ça coûte un système de réalité mixte, grosso modo, qu'on sache si on peut se le permettre ou pas? Ça dépend combien tu t'achètes de casques. Mais un casque, ça coûte combien? Je ne sais plus, c'est 1200, 1500 quand euros. même. D'accord, pour une demi-classe, il faut prévoir ça. 3500 euros un casque. 3500 euros. C'est pour ça que ça ne va jamais se démocratiser. D'accord. Mais après, il y a tout le développement qui est derrière, et là, c'est 20-30 000 euros. D'accord, très bien, pour développer aussi les contenus qui sont associés. En tout cas, mais quand on voit le coût de développement d'une exposition, qui peut coûter entre 500 et 1500 euros du mètre carré à développer, on n'est pas non plus sur des chiffres qui sont complètement déconnants. Donc après, à mesurer la pertinence, au fond, de ces nouveaux formats de médiation. Je vais me permettre une question un peu provoque, parce que je sais que c'est une de vos marottes aussi, Terence, tout ce qui est neurosciences, etc. Voilà. On a un collègue qui tweete beaucoup, qui n'est pas président des États-Unis, mais qui est l'homme le plus riche du monde, vous voyez à qui je fais référence, et qui notamment a développé une business venture, enfin une aventure économique autour de la connexion cerveau-machine, Neuralink. Donc ça nous projette vraiment très très loin, dans peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, enfin je ne sais pas. Mais je me permets, comme on se projette dans 40 ans, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Terence? Est-ce qu'un jour on aura des interfaces cerveau-machine qui nous permettront d'aller chercher du contenu? Est-ce que nous, dans 20 ans ou 30 ans, on fera de la médiation scientifique sur le Neuralink? Alors, la question piège. Non, alors je ne m'avancerai absolument pas sur cette question-là parce qu'il ne faut pas s'avancer aussi loin. Et on a bien parié contre Internet, contre l'avènement du pétrole, contre plein de choses qui sont aujourd'hui ubiquitaires, donc je n'oserais pas. Mais c'est marrant parce que j'en ai discuté hier, notamment sur un des ateliers. Donc, oui, c'était avec moi. Non. Mais c'est très sympa, où on discutait évidemment d'Elon Musk. De toute façon, moi en neurosciences, je fais de la neurobiologie, donc c'est un autre domaine que créer des interfaces cerveau-machine. Donc je ne répondrai pas à cette question. Mais en tout cas, par rapport à Elon Musk, par rapport peut-être aux réseaux sociaux, je peux en profiter pour prendre... Allez-y. Génial. J'en profite pour rebondir à ce que disait Tania par rapport à ces réseaux sociaux-là, qui sont, pour le coup, on pense, nous, le futur, un des futurs de la CSTI et de son partage. Est-ce qu'on parle de place numérique? Ça, à vous de voir, mais en tout cas, je voulais donner un exemple. J'ai la chance de commencer aussi à collaborer avec monsieur Jamy Gourmaud, qui est le Jamy. Donc, je fais des vidéos pour lui, en train d'écriture et d'incarnation. Et lui, sur TikTok et sur Instagram, il explose. Et sur TikTok, c'est des millions, et vraiment, n'hésitez pas à aller voir, c'est des millions de vues. Donc évidemment, ça pose la question de quelqu'un comme ça. En plus, il a été cité très récemment, là il y a eu un sondage, alors c'est toujours marrant de dire, Journal de Mickey et Ipsos qui ont fait un journal ensemble. Et il est dans le top 10 des personnalités citées, à côté des footballeurs. C'est pour ça que je pense au code du sport dont on parlait tout à l'heure, à côté de Mbappé, Griezmann, etc. Il est dans le top 10 chez les jeunes, et qui du coup l'associe plus du tout à C'est pas sorcier, mais à cette nouvelle image qu'il a sur TikTok, à cette nouvelle image qu'ont les réseaux sociaux, en dépassant évidemment YouTube. Et voilà. Et pourtant, est-ce que quelqu'un comme Jamy aurait aujourd'hui sa place dans le congrès? Est-ce qu'elle aurait réussi à participer aux thématiques, etc. Peut-être pas, parce que peut-être qu'on n'a pas parlé assez de ces nouvelles plateformes. Je crois qu'on n'a pas du tout cité Twitch, par exemple, le long du congrès, enfin en tout cas dans ce que j'ai suivi. Donc voilà, cette place des réseaux sociaux. Alors Twitter en fait partie, il y a plein de gens, et Tania en fait partie, tu le fais très très bien, qui vulgarisent aussi sur Twitter. Alors peut-être se dire, Twitter, c'est pas une place de vulgarisation? Bah si, en fait. C'est une place publique, donc c'est une place de vulgarisation. Il y a des gens qui l'utilisent, et donc il faut essayer le penser pour avoir
des projets de médiation dans le futur, dans 20, 30, 40 ans peut-être, qui peut-être seraient sous les interfaces homme-machine, mais seraient surtout assez globales et iraient plus loin que cette barrière de la frontière du lieu physique et iraient aussi sur Internet. Voilà. Merci beaucoup, Terence. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai combien de temps, Madame la Présidente? Tu n'arrêtes pas de bouger les doigts, je ne comprends plus rien, moi. Tu as ça comme temps? Ok. Alors j'aimerais quand même qu'on parle. Il y a beaucoup d'universités qui sont avec nous aujourd'hui. On les remercie. On est sur un vrai mouvement national avec le SAPS. J'aimerais aussi peut-être qu'on ait une réflexion sur la position du chercheur dans nos politiques de culture scientifique. Le chercheur, est-ce qu'au fond, on doit être plutôt sur de la dissémination de la recherche, donc expliquer un petit peu les recherches pour que les citoyens les comprennent, ou est-ce que le chercheur, c'est plutôt un expert qui a une expertise sur les sujets sociétaux et qui vient réussir à éclairer la société, c'est-à-dire une expertise généraliste pour le grand public? Il y a une forme de rupture ontologique sur la vulgarisation, au fond, qu'il faut qu'on arrive à mener dans les universités. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, Dounia, par exemple, qui faites beaucoup d'interviews de chercheurs, etc., comment vous voyez ça dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Est-ce qu'en France, on aurait une mutation, au fond, de la place et du boulot du chercheur? Alors oui, c'est vrai que dans le cadre de mon travail de jour, on va dire au Labo des Savoirs, on réalise une émission de vulgarisation où on laisse la place justement aux scientifiques, pas que les chercheurs et les chercheuses, mais aussi d'autres experts, les doctorants, les personnels, tous les personnels de la recherche. Et à cette réponse, j'ai envie de dire, les deux, mon capitaine, on va avoir une transformation du métier, je pense, parce que les enjeux vont changer, les types de financement aussi ont changé, et on commence à le voir de plus en plus sur du projet, sur une demande de plus en plus forte de résultats très vite et très visibles pour évidemment rayonner à l'échelle mondiale. Mais je pense que parce qu'on va avoir besoin de cette science dans la société, les nouvelles générations de chercheurs et de chercheuses et de scientifiques vont s'emparer de ces sujets et ressentent maintenant aussi le besoin d'expliciter non seulement sur quoi ils travaillent, mais comment ça se fait. Comment est-ce qu'on arrive dans un labo? Comment est-ce que la recherche se fait? Quelles sont les démarches scientifiques qui peuvent exister? Quels sont les freins et quels sont les résultats en fait? Comment est-ce qu'on les produit? Dans quel contexte on les produit aussi? Beaucoup de compétitions également aussi, beaucoup de parcours fléchés. Donc je pense qu'il y a aussi des questions de la part des citoyens et des citoyennes qui ne savent pas forcément en fait, comment on produit cette science. Parce que c'est très bien de parler de sujets un peu sexy, l'astrophysique, la neurobiologie, voilà, des choses qui parlent et qui émerveillent les gens. Mais je pense que c'est aussi important de leur expliquer comment ces savoirs sont produits et qui se font aussi parfois au détriment des conditions de travail des chercheurs et des chercheuses, et qu'on a tous ensemble besoin de comprendre et de réfléchir comment on produit les savoirs qui sont ensuite pris par la culture scientifique et disséminés dans l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Merci beaucoup, Dounia. On l'a vraiment vu dans le cadre de la précédente crise sanitaire, enfin de la courante crise sanitaire, où c'était une crise au fond de la culture de la recherche, à un certain moment, notamment avec notre fameuse histoire feuilleton de l'hydroxychloroquine. Sébastien et Bernard aussi voulaient parler sur le chercheur pendant 2 minutes. Sébastien, à toi. Oui, alors désolé. Raphaël Degène. Raphaël. Ombelli Sciences Hauts-de-France. Désolé parce que c'est pas en lien avec le dernier point que tu proposais, mais attention, moi c'est juste un petit point d'alerte. Attention à ne pas trop se regarder le nombril, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, effectivement, on parle des millions de gens qui sont sur TikTok, on parle des millions de gens qui sont sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes qui vont utiliser la réalité virtuelle, etc., et tous ces outils formidables, très innovants. N'oublions pas aussi les millions de personnes qui n'utilisent pas TikTok, qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. N'oublions pas aussi d'aller à la rencontre des vrais gens, dans la vraie vie, dans les territoires, dans les ressourceries, dans les centres sociaux, dans les foyers ruraux, dans les maisons de quartier, les tiers-lieux, etc. C'est extrêmement important. Pour moi, c'est là qu'il y a vraiment un enjeu pour demain, pour nous tous. Il y a des fractures sociales, il y a des fractures numériques. Ne l'oublions pas, on l'a déjà redit. Attention, ce qui a été redit pendant l'atelier d'inclusion était extrêmement important. Faisons attention à ne pas rentrer dans nos propres biais, à regarder effectivement notre capacité à innover entre nous, etc. C'est très très bien, mais n'oublions pas qu'il y a quand même des millions et des millions de gens qui se sentent encore très éloignés de ce que l'on fait. Donc n'oublions pas d'aller à leur rencontre et de monter du projet avec eux, parce que, et je terminerai là-dessus, c'est bien d'utiliser un certain nombre d'algorithmes qui nous sont proposés, mais créons aussi nous nos propres algorithmes avec les habitants pour créer ce qu'on veut faire.
reprendre aussi un peu du pouvoir dans nos territoires sur ce qu'on veut faire avec les habitants et ne pas uniquement utiliser les algorithmes mainstream qui nous sont proposés. Voilà. Intervention nécessaire. Merci Raphaël. Je pense que c'est une assez belle conclusion au fond sur ce que sont nos métiers, la capacité de rester ancré sur le territoire, de rencontrer les publics et d'aller chercher les publics qu'on ne touche pas, tout en n'oubliant pas au fond l'évolution des usages. Et pour conclure, notre Bernard, sur 2 minutes sur... Oui, alors sur l'évolution de la recherche, je crois vraiment que c'est une question de citoyenneté. Nous avons actuellement en France la loi d'orientation recherche qui finalise totalement la recherche dans l'enseignement, dans l'université. C'est-à-dire appel à projet, financement croisé entre l'État et le privé. C'est-à-dire que quelque part, les chercheurs vont être en conflit d'intérêts et ne vont plus avoir la distance pour pouvoir être quelqu'un de référent si on laisse faire cette loi d'orientation recherche. Est-ce que M. Einstein, en 1902, devait déposer un projet disant « En 1905, j'inventerai la relativité restreinte ». Est-ce que Fleming devait être dans cette condition? Absolument pas. Et c'est un enjeu de citoyenneté d'empêcher cette évolution de la recherche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour aller dans le sens de Raphaël, je crois que j'ai dirigé pendant 20 ans une formation de journaliste et scientifique. Le temps du journalisme, c'est l'immédiat. Le temps de la recherche, c'est la durée. Et il ne faut pas mélanger les temps. Et quelque part, je crois que dans la culture scientifique comme ailleurs, il faut, dans cette société qui va toujours plus vite, privilégier l'homme lent, celui qui prend le temps de réfléchir. Merci beaucoup Bernard. Alors, je tiens aussi peut-être à modérer, c'était une frustration, c'est vrai qu'on avait listé toute une série de sujets qu'on aurait aimé aborder, mais en 30 à 45 minutes, on ne peut pas parler de tous les sujets intéressants sur notre mutation à venir. Alors, il y a une toute dernière intervention hyper motivée d'Héloïse, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Héloïse Dufour, je dirige une association de chercheurs et de chercheuses, le Cercle FSER, donc je voulais rebondir sur cette question, et évidemment complètement d'accord avec ce qu'a dit Raphaël, et qu'on a évoqué hier sur la table ronde du numérique, sur la bulle informationnelle, qu'il ne faut pas oublier et prendre en compte. Juste sur les chercheurs et les chercheuses, ce que je voulais mentionner, c'est que si on se projette dans 10 ans, on pense qu'il y a un rôle plus important à jouer dans la médiation scientifique par les chercheurs et les chercheuses, en complément de tout le tissu de la médiation scientifique. C'est pas l'un contre l'autre. Je pense que c'est important de dire que c'est l'un avec l'autre. Et sur ce, je voulais appuyer sur 2 choses. D'une part, il y a un vrai effort aussi de notre part d'aller vers les chercheurs et les chercheuses. Nous, on fait des enquêtes régulièrement. Il y a une majorité de chercheurs et de chercheuses qui ignorent complètement que notre monde existe. Et donc qui souhaiteraient en fait s'investir plus, mais ils ne savent pas que nous existons. Ils ne savent pas que en fait ils peuvent s'investir dans des actions sans avoir à tout inventer de A à Z, parce qu'en même temps ce n'est pas forcément leur rôle de monter des dispositifs de médiation. Et donc il y a vraiment une vraie problématique pour nous. J'en profite pour faire de la pub 5 secondes sur le fait que nous, on a mis en place une lettre d'information pour les chercheurs et les chercheuses pour leur présenter justement les actions de médiation dans lesquelles ils souhaitent s'impliquer. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si ça vous intéresse de faire connaître vos actions auprès justement des personnels de recherche. Et le deuxième rôle, je pense que notre communauté a joué aussi, ça va être dans des enjeux de formation. Les chercheurs et chercheuses ne sont pas tous égaux dans leur capacité initiale à interagir avec le public, et il me semble qu'il va y avoir plus d'enjeux de formation dans lesquels il me semble que nous avons un vrai rôle à jouer pour leur partager justement des compétences et construire avec eux plus encore que ça n'est fait aujourd'hui. Et une vraie mutation vraiment qui se démarre au niveau français avec le rôle de plus en plus croissant joué par les universités dans la question de la médiation scientifique. Alors nous arrivons malheureusement à la fin de ce temps. Je pense vraiment qu'on peut les applaudir et vous applaudir également bien fort. Et ça a été 3 jours exceptionnels. Alors tout à l'heure...
vous avez réussi à me démontrer quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est que dans un congrès de l'AMSTI, on peut faire une hola. Donc voilà, vous m'avez épaté. Je pense que ce serait une épée dans l'eau. Alors je pense qu'on va finir par une hola. Allez, un aller-retour. Je compte sur vous à 3, 2, 1 pour cette partie de la salle et ça se transmet. Donc Bernard, vous pourrez étudier la fonction d'onde, etc. Attention. 3, 2, 1, hola! Et on est parti. Et on est revenu. Voilà, magnifique. Bravo, applaudissez-vous. Vous avez été extraordinaire. Et je passe maintenant la parole à notre présidente pour le mot de clôture. Ah non. Alors, on a notre jungle de fin au moins. Eh bien, on prend quelques instants pour faire un léger, rapide débrief sur ce qu'on vous a proposé pour kiffer votre congrès. Donc, vous avez pu, avec nous, identifier des indicateurs. Est-ce que vous les aviez atteints ou pas pour remplir l'étoile? Est-ce que vous pouviez échanger à plusieurs, seuls, avec nous, sur vos objectifs et sur votre rapport à l'éval? Nous, on avait deux objectifs autour de ça. L'un, c'était évaluer l'atteinte des objectifs et chercher à évaluer ce congrès. Et le deuxième, c'était faire parler l'ensemble des congressistes autour de l'évaluation. Je pense qu'il y a un des deux qui est plutôt atteint. L'autre, on verra si c'est exploitable. Et juste pour finir, on voulait vous proposer un dernier moment d'évaluation. Donc, qui s'y colle? Alors, donc tout le monde vous a... je commence et tu complètes. Tout le monde, vous avez vos 2 rubans? Donc, 2 rubans, soit une question oui-non, mais alors comme oui-non, ça limite quand même beaucoup, vous avez soit oui, soit non, soit je ne me prononce pas, je penserai autrement. Donc on va vous dire comment faire. En gros, faire de l'évaluation au congrès de l'AMSTI, stop ou encore? Est-ce qu'on continue l'année prochaine ou est-ce que c'est bon, on a assez donné? Donc, stop orange, encore bleu, je ne me prononce pas, vous les torsadez les deux l'un à côté de l'autre et ça fait je n'ai pas d'avis. Attends, non, c'est trop simple. C'est rigolo aussi, mais ça on ne peut pas garder comme données, là, on ne voit pas. Alors pour garder les données, eh bien, vous allez faire des colliers de rubans avec vos voisins sur toute une rangée. Donc, voilà. Vous nouez le ruban que vous avez choisi autour du ruban de votre voisin. Vous faites un collier et on va récupérer les rubans dans les allées. Donc, encore de l'éval l'année prochaine. Bleu, stop à l'éval, j'ai assez donné cette année. Orange, pas d'avis, je ne me prononce pas, j'hésite. On torsade les deux. Alors, avant d'avoir le résultat du groupe évaluation et que tout le monde ne parte, moi je vais prendre mes 180 secondes pour dire merci. Voilà. Bon, merci à vous tous d'être là et on a été très nombreux et on le sait parce qu'on parle avec chacun d'entre vous et c'était très très bien et c'était très intense et dense, donc merci d'être là. Merci à tous les intervenants, il y avait plus de 80 intervenants parce qu'il y avait 7 parcours. Merci à tous les membres du bureau de l'AMSTI parce que cette année on les a nommés responsables d'un parcours puisque nous sommes 7 au bureau, donc ça tombait quand même bien. L'année prochaine il faudra qu'on pense à élargir le cercle du bureau peut-être si on veut s'agrandir encore. Merci surtout à toute l'équipe de Strasbourg. Je vais vous raconter mais très rapidement la genèse de ce congrès quand même. C'est fin janvier que nous avons décidé, que le conseil d'administration a décidé d'organiser à Strasbourg, capitale européenne, dans le cadre de la présidence française de l'Union du Conseil européen, un magnifique congrès à Strasbourg. Et donc,
Sabine Ichia fait partie du conseil, donc elle était tout à fait au courant. Mais j'ai quand même pris la peine d'appeler Sébastien en lui disant « Écoute Sébastien, on va arriver à 300, 400 personnes dans 4 mois, il faudrait un bel amphi. » Et Sébastien, il dit oui, il dit super, il est tout le temps hyper content. Et donc c'était évidemment, on allait réussir à faire ça en 4 mois. Et maintenant, je sais pourquoi il est aussi enthousiaste. C'est parce qu'il a une super équipe. Et vraiment... C'est un immense merci. Alors nous, vous avez vu, on est quand même assez restreint. Enfin, on est une toute petite équipe. On est arrivé là et le jardin, on a eu un petit brief. Ils étaient déjà 30, donc on a décuplé l'équipe en 2 minutes. Et je vais en nommer que 3 parce que ils ont été finalement nos frontline, parce que nous on pouvait pas parler aux 30 en même temps. On n'était que 3 même de notre côté. Donc il y a Christelle. Christelle, c'est ma meilleure amie depuis 3 jours. Je sais pas où elle est. J'aimerais bien que tu viennes, Christelle. J'aimerais bien que Sébastien vienne aussi. Ensuite, il y a Simon. Alors Simon, on se croise à 7h du matin devant l'hôtel avec Simon. Donc depuis 3 jours aussi. Donc Simon, tu peux venir sur scène aussi. Et Emeline, parce que Emeline, quand on change les plans à 10 jours de l'événement, il n'y a pas de problème, on y arrive et on fait une top soirée. Donc merci Émilie aussi. Et je voudrais que tous les rubans blancs et bleus viennent aussi. Vous venez avec nous. Et toute l'équipe peut venir. Mais... Ben oui, il faut que tout le monde vienne. C'est Christelle, hein, c'est elle qui dirige le truc. On a demandé tout le monde. Et au vaisseau, alors quand même, on a commencé par l'université parce qu'on est ici à l'université. Mais au vaisseau, comme Sabine est au conseil d'administration, elle avait dit, pas de problème, Alexandrine, on peut organiser en 4 mois un super événement. L'équipe du vaisseau s'occupera de tout au vaisseau pour une soirée formidable. Et ils l'ont fait. Donc merci, l'équipe de Sabine. Et pareil, je vais en nommer que 3. Il y a Alexandre. Et Alexandre, il va même nous aider encore. Il va rester cet après-midi avec nous. Et je voudrais qu'Alexandre, tu viennes aussi. Et Sabine aussi. Il y a Morgane qui a organisé la soirée d'hier soir. Et il y a Carole qui nous aidait à piloter toute l'organisation depuis le bureau de Sabine. Mais je voudrais que tous les t-shirts bleus viennent aussi. Voilà, donc ça c'est quand même une énorme équipe. Et alors je vais appeler les 2 membres de l'équipe de l'Amsty, Mathilde et Émilie. Donc voilà. Et je laisse la parole à Agnès. Et Agnès, elle veille aussi toujours à ce que je parte tôt des soirées pour être en forme le lendemain. Donc merci Agnès. Allez, hola. Est-ce qu'avant, quand même, je peux dire... Et aussi mes 2 bénévoles. Alors, voilà, et ils sont montés sur scène. Ils sont montés sur scène. Jérémy qui est là. Mais oui, ouais, parce que je l'associe aussi un peu à l'équipe. Et Charlotte, est-ce qu'elle est montée, Charlotte? Il faut descendre, Charlotte. Il faut descendre pour la photo. Et évidemment, un très grand merci à Alexandrine et à sa toute petite équipe qui a fait aussi un travail formidable pour qu'en 6 mois, 4 mois, on arrive à monter ce congrès à 6 mois de l'autre. Une énergie, une équipe extrêmement agile, on peut le dire, extrêmement efficace. Et merci beaucoup, Alexandrine aussi, Mathilde et Émilie pour toute l'énergie sur... voilà, je pense qu'Émilie est en stage, je pense qu'elle se souviendra de ce stage toute sa vie. Voilà, je pense, à peu près. Mais voilà, formidable énergie. Merci beaucoup, parce que sans vous aussi, voilà, on n'arriverait pas à mener tout ce qu'on a mené au quotidien. Donc merci beaucoup.
Alors, ne vous inquiétez pas, je vais être très très courte pour la fin. Alexandrine vous a déjà remercié. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous ces échanges, ces rencontres, ces propositions. On va analyser finement tout ce qui est remonté du forum participatif. Voilà, ça peut faire émerger aussi de nouveaux groupes thématiques, de nouveaux axes de réflexion. Merci beaucoup pour votre participation. On a voté en AG hier le plan stratégique qui a été revisité. Donc, on avait un plan stratégique 2018-2022. Là, on est parti sur 2022-2026 avec des beaux échanges en Assemblée Générale. Donc, merci aussi à tous ceux qui ont contribué et sont venus à l'Assemblée Générale. On va faire quelques petites modifications par rapport au document initial, mais globalement, je pense qu'on est assez d'accord sur ces axes stratégiques, en fait, notre vision de l'AMSTI est partagée. Et on va, à partir de ces axes stratégiques aussi, vous demander de hiérarchiser, de donner les idées aussi d'action. On va vous envoyer un document pour faire réagir sur comment maintenant on traduit ces axes stratégiques en actions concrètes, en sachant que, comme vous le savez, on a des moyens un peu limités, donc tout ça devrait être hiérarchisé. Donc voilà, on va faire appel à votre contribution pour voir aussi, vous, membres, parce qu'on est au service, c'est une association professionnelle, évidemment, on est au service de l'ensemble des membres, mais justement, qu'est-ce qu'on va prioriser dans l'année, dans les 3 ans, dans les 4 ans à venir. Donc merci à tous de réagir sur ces éléments-là. Et puis l'AMSTI, voilà, ce formidable congrès montre tout le dynamisme de notre réseau pendant le congrès, mais également tout au long de l'année. Donc merci beaucoup à tous ceux qui participent au groupe, qui réfléchissent, etc. N'hésitez pas à les rejoindre, les différents groupes intermèdes, évaluation, inclusion. N'hésitez pas à les rejoindre. N'hésitez pas à aussi nous faire émerger de nouveaux sujets qui nous permettent à la fois, je dirais, d'améliorer nos pratiques, de faire des échanges, de mettre à disposition des outils pour tous, etc. Donc c'est vraiment un travail pour l'ensemble des membres et qui nous permettent aussi, sur certains sujets de fond, nous, de porter aussi les besoins, les attentes des membres vis-à-vis de nos décideurs. Donc ça, c'est aussi vraiment important, ce double niveau d'action. Donc voilà, merci beaucoup. Je vais conclure ce congrès qui poursuit quand même cet après-midi par des visites. Donc je ne sais pas s'il y a des petits points informations à mener. Et n'oubliez pas non plus de lire la newsletter. On essaie de vous informer très régulièrement sur l'ensemble des événements, des appels d'offres, etc. De notre secteur. Donc merci à tous. Et peut-être Alexandre, un petit point pour cet après-midi. Voilà, merci. Alors, pour cet après-midi, effectivement...